Bonjour professeur Doré, merci pour ce temps d'échange que vous avez bien voulu me consacrer. Alors, vous êtes, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur de recherche à l'INRAE dans l'unité Micalis. Vous êtes également directeur scientifique du Centre d'excellence en analyse du microbiome Métagénopolis. Et puis, vous êtes également, entre autres, cofondateur des startups Gut Microbiome Testing, Novobiome et Maat Pharma, pardon. Je voulais qu'on fasse un petit point sur le microbiote parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, pas forcément toutes fondées, et je voulais que vous nous refassiez un petit point à l'instant T sur ce que l'on sait aujourd'hui avec certitude et puis ce qui est plus sujet à polémique. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, très rapidement, nous rappeler ce que c'est que la différence entre le microbiote et le microbiote? Oui, alors microbiote, c'est pas ambigu, c'est l'ensemble des micro-organismes avec lesquels on interagit quand on parle des microbiotes humains, et c'est des micro-organismes qui sont présents en temps normal sur la peau et à peu près à tous les niveaux d'interface mucosale de l'organisme. Donc c'est la sphère orale et respiratoire, c'est la sphère urogénitale et la sphère digestive. Et c'est vraiment dans les intestins, et notamment le côlon, qu'on a la plus grande richesse et diversité de micro-organismes avec lesquels on interagit. Incidemment, c'est 50 000 milliards de bactéries, donc autant qu'on a de cellules humaines dans le corps humain, et c'est aussi des levures, des champignons, des virus et des archées, en fait. Donc c'est une énorme diversité de microbes. Et j'insiste sur le fait que on interagit avec ces microbes. Ce qui compte vraiment aujourd'hui, c'est qu'on reconnaisse le fait que l'humain est microbien, notamment que la médecine reconnaisse que l'humain est microbien, et que finalement la relation qu'on a avec nos microbes est un déterminant du maintien de la santé et du bien-être. D'accord. Et le microbiome? Et alors le microbiome, ça peut faire référence avec le terme home, en fait, hein, tout ce qui est molécules, protéines, métabolites, et même gènes, en fait, hein, génome du microbiote. Et puis quelquefois, on associe ça, et c'est une définition un peu différente, à biome au sens environnement, écosystème. Et donc, ça peut être vu comme soit les omiques, c'est-à-dire les ADN, ARN, protéines et petites molécules produites par les microbes avec lesquels on interagit, ou alors c'est les environnements écosystémiques qui accueillent ces micro-organismes. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi ce que c'est que la métagénomique? La métagénomique, en fait, c'est la technologie ou la technique qu'on a développée pour analyser le microbiote intestinal et qui passe par la détermination des gènes des micro-organismes. Et donc, ce que l'on fait, c'est que de la même façon qu'on est capable de séquencer un génome de plante ou d'animal à partir de cellules, on prend le contenu d'un écosystème microbien, par exemple les cellules humaines pour nous, et on extrait l'ADN et on séquence massivement en fait tous les gènes présents. On les identifie, on peut identifier les microbes auxquels ils correspondent, les génomes auxquels ça correspond. Et donc la métagénomique, c'est cette analyse des microbiotes par l'approche génomique. Très bien. Alors justement, vous l'évoquiez, ces fameuses analyses de microbiote fécal aujourd'hui. Il y a un sujet, j'allais dire, un petit peu sensible et polémique, puisque aujourd'hui, il y a des choses qui sont proposées, des analyses qui sont proposées au grand public. Il y a d'autres choses qui sont faites à l'hôpital, vous nous en reparlerez, enfin, des études cliniques. Voilà, aujourd'hui, la SNVGE, en fait, se positionne en disant que c'est prématuré et il n'y a pas lieu pour le grand public de dépenser de l'argent dans ces analyses de microbiote fécal. Je voulais savoir un petit peu votre avis. Donc, c'est une question sensible, effectivement. On est dans la situation où on a en France et en Europe une quinzaine de petites sociétés qui proposent l'analyse du microbiote à monsieur tout le monde, ce qu'on peut appeler direct consommateur. Ces sociétés-là utilisent des outils qui ne sont pas inscrits dans des standards internationaux, si bien que si un praticien hospitalier, par exemple un gastro-entérologue, voit arriver un patient avec un joli rapport d'une analyse de son microbiote intestinal qu'il a
pour laquelle il a payé en fait, hein, avec des belles images qui montrent sa composition, sa diversité, sa richesse. A priori, l'hypothèse est légitime de penser que si c'était fait par un autre laboratoire ou encore un autre, on aurait deux, trois images différentes, au moins un peu différentes. On a travaillé là-dessus beaucoup de notre côté à Metagenopolis parce qu'on pense que les standards sont vraiment la première chose qui compte quand on veut caractériser le microbiote intestinal pour que l'information soit utile dans la pratique de recommandations nutritionnelles ou de médecine. Et donc, on est dans cette situation-là, et la première critique qui pèse, à mon sens, très lourd et qui est légitime, c'est en l'absence de standard, je ne peux pas utiliser un rapport pour prendre cet élément-là dans ma pratique et l'utiliser comme un élément de mon processus de décision pour la prise en charge d'un patient. Et donc, ça conduit à certainement des rapports qui finissent à la poubelle, en fait, dans les cabinets médicaux, parce que les collègues, notamment gastroentérologues, mais pas que, je pense, sont un petit peu désarçonnés, en fait, dans cette situation. Et puis, il y a d'autres éléments par rapport à ça. Il y a l'élément formation, en fait, hein. En anglais, le terme, c'est What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? En fait, qu'est-ce que je vais en faire? Et donc ça suppose que le praticien soit formé, c'est-à-dire apte à lire les informations qu'il reçoit, qu'il pourrait recevoir dans un rapport de test de microbiote. Et puis, il y a aussi, une fois que j'ai mis en évidence des éléments qui sont intéressants et importants de la relation de mon patient avec son microbiote, qu'est-ce que j'ai comme solution à apporter derrière? Et donc tout ça est, est censé évoluer, et ma position est de dire que ça évolue très vite en réalité. Nos approches de métagénomique ont été basées sur des outils de séquençage massif, comme je l'évoquais, et qui sont standardisables, et on a publié en 2017 toutes les procédures standardisées nécessaires et suffisantes pour avoir un résultat qui est standardisé. Ça veut dire que Mhm. si le même échantillon est analysé dans des laboratoires différents et des laboratoires différents dans le monde, aux États-Unis, en Australie ou en Europe, on va avoir le même résultat. Et donc, du coup, le praticien peut effectivement utiliser cette information-là. Maintenant, pour qu'on arrive à cette situation-là, où le microbiote sera une information utile dans la pratique médicale, il faut cocher différentes cases, en fait, hein. Il faut qu'on ait les standards, je l'ai évoqué, on les a. Il faut aussi des données sur des très grands nombres d'individus, parce que c'est ça qui constitue la référence, et c'est ça qui constitue les références, j'ai envie de dire, parce que c'est la référence de l'individu en bonne santé, mais c'est aussi la référence des patients dans certaines pathologies, l'importance que peuvent avoir des paramètres comme l'âge ou les pratiques nutritionnelles sur ce qu'on va pouvoir dire du microbiote intestinal. Donc tout ça doit être calibré, et c'est en cours. Et c'est en cours de façon vraiment importante, au sens où on a contribué à Metagenopolis au lancement en 2019 d'un projet international qui s'appelle Million Microbiome of Humans Project, le projet d'1 million de microbiomes humains. Et effectivement, c'est une démarche internationale qui vise à caractériser 1 million de microbiomes. Donc ça va augmenter de façon considérable la base de données, les référentiels. Et pour ce qui nous concerne en France, on a lancé en septembre dernier le projet Le Microbiote français, le French Gut pour les anglo-saxons, et qui vise à caractériser les microbiomes de 100 000 individus. Et donc, on aura la référence nationale vraiment solide, en fait, robuste, pour pouvoir effectivement faire les comparatifs et positionner chaque individu dans la distribution des microbiotes en France, dans la santé et la maladie. Alors, concrètement, ça veut dire dans combien d'années, là, parce que c'est pharaonique ce dont vous êtes en train de nous parler. Enfin, 1 million, ça semble. Concrètement, ça veut dire dans 2 ans, dans 10 ans? Alors, pour le projet Le Microbiote français, l'échéance est 2027. Donc, ça veut dire qu'on va construire cette connaissance à travers les quelques années qui viennent. On a pour l'instant simplement commencé la phase pilote avec les premiers 3000, et dans les 18 mois qui viennent, on se donne comme objectif de recruter 30 000 volontaires et patients. Donc, je disais, il faut des standards, il faut des grands nombres, il faut aussi
la démonstration de l'utilité clinique. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Mais pour arriver à démontrer l'utilité clinique, il faut avoir les standards et le bon référentiel, en fait, hein. Et il faut aussi avoir mis en place le processus d'analyse qui puisse être robuste, solide et dont enfin, que tout le monde utiliserait avec confiance, en fait. Et donc là, on est en situation où on n'a pas ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas la structure qui permet de faire ces analyses et c'est le job que se donne la petite société GMT ou Gut Microbiome Testing à laquelle je suis associé, cofondateur. Euh, Quel est l'objectif en fait? L'objectif est de dire le praticien, son habitude, c'est de demander les résultats d'analyse à un laboratoire de biologie médicale. Et donc, l'idée, c'est d'inscrire cette pratique-là dans un processus qui est la prescription, le laboratoire de biologie médicale qui fait les analyses, et puis le retour au praticien des résultats d'analyse dans la relation avec son patient. Et là où GMT intervient, c'est qu'aujourd'hui, les productions de données, c'est-à-dire la partie collecte de sels, extraction de l'ADN, séquençage, les laboratoires de biologie médicale savent faire. Avec notamment la Covid, il y a eu énormément de progrès sur la pratique de séquençage génomique en fait ou métagénomique, et donc ça c'est accessible. Par contre, la partie bioanalyse, la partie data science en fait, hein, toute la bioinformatique et la biostatistique associées sont encore aujourd'hui un petit peu réservées à des personnels qualifiés en fait. Et donc ce que GMT propose, c'est d'apporter au laboratoire de biologie médicale cette compétence de bioanalyse pour pouvoir effectivement faire en sorte que ce circuit de construction d'informations soit robuste, standardisé et au service des praticiens. Et puis, il faudra encore autre chose. Il faudra, oui, ce que je disais, c'est qu'il faudra démontrer l'utilité médicale. Donc, il n'y a que quand ce pipeline sera en place qu'on pourra effectivement avancer dans des indications particulières, la démonstration que la photographie du microbiote est utile. Je peux donner des exemples. En fait, on a démontré dans nos travaux avec Karine Clément et la Pitié-Salpêtrière que le microbiote intestinal peut être prédictif de la réponse à une contrainte nutritionnelle qui a comme vocation à faire perdre du poids et à améliorer le contexte des patients obèses, même dans l'obésité légère, mais c'est vrai a fortiori dans l'obésité sévère avec une perspective d'opération chirurgicale pour faire un bypass par exemple. On a démontré, dans le contexte des maladies hépatiques, que la composition et les paramètres du microbiote sont prédictifs de la vitesse de progression de la stéatose à la fibrose et la cirrhose et à la greffe de foie. Et donc, ce contexte-là, il est également important pour les praticiens hospitaliers dans les maladies du foie et c'est prédictif. Le On cancer a aussi, vous m'aviez évoqué. Voilà, on a démontré dans le cancer que la structure du microbiote, certains éléments, encore une fois, sont prédictifs de la réponse au traitement. C'est vrai pour la chimiothérapie et c'est vrai pour ce qui est beaucoup pratiqué aujourd'hui, l'immunothérapie du cancer, alors que ces traitements-là sont prescrits de façon protocolisée aujourd'hui. Et quand l'oncologue prescrit une immunothérapie, il sait au départ que 50% des patients ne vont pas répondre. Ce qu'on a démontré ensemble, c'est que la photographie du microbiote permet de prédire la réponse-non-réponse et donc, dans la prise en charge, d'adapter et de faire en sorte que le microbiote puisse être amélioré et permettre la réponse au traitement. Et là, c'est un domaine où on a des progrès très rapides. On a des essais cliniques qui commencent pour tester si l'apport d'une bactérie particulière ou si l'apport d'un microbiote complexe par transfert de microbiote fécal, c'est ce que fait MaaT Pharma, pourrait permettre de changer le statut des patients de non-répondeur à répondeur, en fait, hein. Donc, c'est vraiment des enjeux importants pour le patient, pour la médecine et pour aussi l'économie de santé en général, en fait. Et donc, voilà, ça fait un petit peu le tour des quelques exemples qu'on peut donner aujourd'hui, mais on voit Maladie, bien. je vous interromps parce que j'avais vu il y a déjà quelques années où vous aviez justement parlé des troubles autistiques et justement, je voudrais que vous en parliez une petite. Bah, ce qu'on fait dans nos travaux, c'est on essaie de voir si le microbiote est altéré dans la maladie. Et on a documenté
l'altération du microbiote, on a parlé de dysbiose pendant longtemps, on en revient un petit peu, dans plein de contextes de maladies chroniques et notamment des maladies neurodégénératives ou neuropsychiatriques, ou des contextes, pour ne pas parler de maladies nécessairement, mais des troubles neurodégénératifs ou neuropsychiatriques. Et donc, dans ces contextes-là, on a été plus loin, puisque simplement montrer que le microbiote est différent chez le patient ou le sujet a trouble par rapport à un individu non concerné, bah, c'est pas, il n'y a aucun élément de causalité. Donc pour aller plus loin, on fait du transfert de microbiote vers des animaux, et puis on fait du transfert de microbiote d'humain vers humain, du sujet sain vers le patient, et pour essayer de voir si on peut soit reproduire les symptômes, soit atténuer les symptômes. Et bah, on a fait tout ce parcours dans l'autisme notamment, avec des travaux américains qui montrent que si on transfère le microbiote d'autiste versus de sujets neurotypiques vers des animaux élevés sans germes initialement, donc on construit une symbiose, et bah, la génération d'après, les petits qui naissent de ces animaux-là, humanisés d'une certaine façon, vont avoir des troubles comportementaux qui sont ceux qu'on considère comme analogues à l'autisme, des altérations du microbiote, des altérations de la perméabilité intestinale, de l'inflammation, de l'altération des métabolites, des petites molécules produites par les bactéries, y compris des molécules qui sont, si on les utilise sur un modèle d'autisme animal, capables de réparer en fait le modèle de comportement altéré chez l'animal. Et puis également des modulations de l'expression de gènes dans le cerveau chez les animaux, qui reçoivent le microbiote d'autiste et qui sont particulièrement pour des gènes qui sont reconnus comme gènes de prédisposition à des troubles du neurodéveloppement. Donc on est sur un terrain, vraiment on a des preuves de causalité qui commencent à s'accumuler. Et puis on a une étude américaine qui a, basée sur le transfert de microbiote fécal, montré qu'on peut, sur des enfants autistes avec symptômes intestinaux, non seulement éliminer les symptômes intestinaux en moins d'un mois, en fait, hein, par transfert de microbiote fécal assez intense dans les travaux qui ont été faits, par apport par voie orale, en fait, c'est des capsules de microbiote. Et on peut, dans ce contexte-là, observer des effets sur l'autisme. Et ce qui a été publié par les équipes de Jim Adams, c'est que 2 ans après, sur une vingtaine d'enfants autistes, on a 40% d'enfants qui sont sortis du spectre, en fait. Tous ont amélioré leurs symptômes intestinaux. Il y avait 80% d'autistes sévères au départ, il n'y en a plus que 20% à l'arrivée. Et on a 40% des enfants qui sont sortis du spectre de l'autisme. Donc c'est une étude ouverte, donc c'est pas très robuste, mais donc ça demande à être démontré à nouveau, mais c'est quand même très encourageant sur ce que ça veut dire, en fait, en termes de potentiel. Donc, on pourrait penser que également, dans le contexte des troubles du neurodéveloppement ou de la neuropsychiatrie en général, et on a aussi des travaux dans la dépression résistante, en fait, qui sont engageants ou encourageants pour l'instant, bah, il pourrait y avoir une pertinence à également analyser le microbiote et considérer cette information dans la prise en charge. Très bien. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, les choses avancent. Je comprends que les choses avancent très vite, et plus vite qu'on ne le pense finalement, et que vous nous parliez de 2027 pour ces fameux standards, et que ça va permettre en fait très concrètement ben, de permettre aux médecins de prendre en charge justement ces fameuses analyses de microbiote fécal, enfin de prendre en charge dans leur pratique en fait, de l'intégrer et de pouvoir préconiser ensuite une prise en charge particulière. Oui, donc on a listé un petit peu les éléments nécessaires pour y arriver. Bah, les standards sont là déjà, hein, depuis 2015 en réalité, on les a publiés en 2017, donc ça c'est robuste et ça s'améliore en permanence. Euh, les grands nombres, bah, effectivement, on a beaucoup de données qui vont arriver dans les quelques années qui viennent, mais aujourd'hui, en données publiques, librement accessibles, d'individus en bonne santé, on a déjà des dizaines de milliers, plus de 10 000 euh, euh, profils métagénomiques qui sont disponibles. Donc on peut tout à fait aujourd'hui construire la référence pour l'individu en bonne santé et donc avoir des éléments de caractérisation de la distribution de différents paramètres du microbiote. Et l'idée n'est pas de fournir nécessairement tout de suite un rapport très complexe sur l'analyse de microbiote intestinal. On a des éléments qui sont des éléments simples, un petit peu comme la ligne
cholestérol dans l'analyse biologique, en fait, et qui en plus peuvent être mis en regard pour la donnée du patient avec la distribution en population générale en bonne santé. Et donc, on sait en fait aujourd'hui déjà définir des gammes de variations qui sont celles de la normalité. Et donc ça permet pour le médecin de s'inscrire dans une pratique classique qui est celle de la recherche d'une valeur prédictive négative d'un paramètre, par exemple. Et donc, l'exemple que je peux donner, c'est la richesse du microbiote intestinal. Donc, nous, on mesure les gènes, en fait, et donc on a une mesure de la richesse en gènes du microbiote intestinal. Cette richesse, on peut tout à fait analyser sa distribution dans la population normale. Et on va avoir une courbe. Alors, c'est pas exactement une courbe de Gauss parce qu'il y a souvent une fraction de population qui a un microbiote très pauvre et d'ailleurs qui est plutôt défavorisé. Mais on peut faire cette courbe de distribution et voir pour chaque patient où est-ce qu'il va se situer dans la distribution. Et donc, avoir comme information, on a affaire à un microbiote très pauvre, on sait que c'est défavorable et donc potentiellement le microbiote peut être en cause dans le contexte clinique dans lequel on travaille avec le patient. Ou alors au contraire, on a un microbiote très riche et on va avoir cette valeur prédictive qui nous permet de dire on va regarder ailleurs parce que là, le microbiote est très probablement pas du tout en cause. Donc c'est cette démarche-là qu'on peut imaginer tout à fait mettre en place dans un avenir pas lointain en fait, hein, parce que les standards étant là, la référence étant déjà accessible aujourd'hui, même si elle doit s'améliorer dans les années qui viennent, on peut tout à fait imaginer mettre en place ce que j'appelle le pipeline d'analyse pour pouvoir fournir l'information robuste et, euh, et fiable et travailler ensemble en fait avec le praticien pour en documenter le sens et la façon d'utiliser. Mais par contre, il y a besoin de former en fait, il y a besoin de former les Il y a praticiens. un gros sujet, il y aura un gros sujet à venir effectivement sur la Tout à formation. fait. Et est-ce qu'on peut imaginer, pour conclure, que en fonction justement de cette analyse de microbiote fécal, on puisse, par exemple, la diététicienne nutritionniste puisse en fait personnaliser une alimentation en fait pour venir interagir sur le microbiote ou que c'est une utopie? Alors, c'est pas une utopie, il faut se méfier du sens des mots en fait, hein. Quand on dit personnalisé, on a l'impression qu'on va avoir un Oui, microbiote et une adaptation individuelle, en fait, quoi, individualisée. Je pense que ça mettra du temps. Peut-être qu'on y arrivera un jour, en fait, hein, mais il n'y a pas de raison de penser qu'il faudrait juste se contenter du microbiote pour avoir ça. Il faut forcément analyser en détail les habitudes alimentaires de la personne pour voir comment les ajuster. Il faut aussi analyser en détail les paramètres du génome, par exemple, de la personne, parce qu'il peut y avoir des gènes de prédisposition qui vont compter au moins autant que le microbiote. Et donc, voilà, mais je pense qu'on pourra un jour avancer sur ce terrain-là. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des, euh, des traits, en fait, hein, des éléments, des paramètres majeurs du microbiote intestinal qu'on peut identifier comme à corriger dans certains cas. Donc c'est par exemple, je l'évoquais, la richesse du microbiote intestinal et on sait comment agir pour reconstruire la richesse du microbiote intestinal. J'évoquais les travaux qu'on a fait avec Karine Clément et collaborateurs à la Pitié-Salpêtrière. Ben, on a montré qu'apporter un régime un petit peu appauvri en graisse, un peu enrichi en protéines, donc qui va jouer sur la satiété et sur la prise de poids, mais aussi enrichi en une diversité de fibres alimentaires, a la propriété de pouvoir réenrichir de 25 à 30% le microbiote intestinal d'un individu. Et donc ça, pour nous, ça compte énormément. C'est vraiment très impactant. Et potentiellement, ça pourrait aider d'ailleurs les patients qui, dans le contexte du traitement du cancer, sont souvent défavorisés parce qu'ils ont un microbiote appauvri, quelquefois appauvri par un traitement antibiotique récent, et ça leur donne un statut de non-répondeur au traitement. Donc, du coup, ça pourrait aussi agir dans plein de contextes. Donc, je ne pense pas qu'on aille sur une personnalisation au sens individualisation, mais par contre, on pourra tout à fait identifier des particularités du microbiote intestinal qui sont des éléments sur lesquels il faut agir. Et la nutrition est un des leviers majeurs avec lesquels on va pouvoir agir. Pour aller un petit peu plus dans le détail,
c'est les microbes qui dégradent les fibres qu'on a envie de doper parce que quand ils dégradent les fibres, ils nourrissent en fait le reste du microbiote et donc ça augmente la richesse et la diversité simplement par effet rebond ou boule de neige. Mais on sait dans les microbes intestinaux que certains produisent des métabolites particulièrement intéressants. Donc, ça peut être des vitamines, c'est les acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate parmi les acides gras à chaîne courte. On connaît bien les microbes dominants qui sont impliqués dans la production du butyrate. Donc, on sait comment on va pouvoir agir sur ces éléments-là. Et puis, je l'ai dit au début, mais ce qui compte, c'est pas juste le microbiote, c'est la relation qu'on a avec le microbiote. C'est ce que j'appelle la symbiose. Et les paramètres de l'hôte sont également importants. Et donc, si on peut agir sur le microbiote d'un côté, mais aussi sur les paramètres de l'hôte, et notamment la perméabilité, l'inflammation, le stress oxydant, qui vient avec un contexte inflammatoire, on va marquer des points pour potentiellement corriger une altération qui peut tourner en boucle, en fait, en cercle vicieux. Si le microbiote est altéré, qu'on a de la perméabilité, qu'on a de l'inflammation et du stress oxydant, tout ça peut s'auto-entretenir et être un petit peu compliqué à corriger si on n'agit que sur l'inflammation, comme fait la médecine aujourd'hui, ou que sur le microbiote, comme a envie de faire le nutritionniste aujourd'hui. Il faut vraiment se donner une vision globale et agir sur tous les éléments en même temps. Et donc, on commence à publier là-dessus, en fait, dans nos travaux. Et on a fait un travail sur un modèle animal qui est le modèle de dépression pour valider les médicaments antidépresseurs. Et on sait que dans ce modèle-là, quand on induit les animaux par des stress imprédictibles pendant un mois, ils ont un comportement altéré, anxieux et dépressif, qu'on va corriger avec la clomipramine ou la venlafaxine ou un antidépresseur. On a montré que si on agit en même temps chez ces animaux avec des bioactifs alimentaires sur le microbiote, la perméabilité, l'inflammation, le stress oxydant, on corrige aussi bien quand on met les trois ensemble, ou trois actifs alimentaires ensemble, on corrige aussi bien qu'un antidépresseur. Donc c'est vraiment cette idée-là qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut, en ayant une vision globale de la symbiose, patient, microbiote, agir de façon vraiment intéressante et impactante pour corriger pas seulement le microbiote, mais corriger la relation de l'individu avec ses microbes. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour vos précieuses informations, professeur. Et puis, on se retrouve pour un prochain regard croisé. Merci, au revoir. Merci Alexandra.